Madame, Monsieur, c'est l'heure de feuilleter toute l'actualité sur la chaîne panafricaine Business 24. Voici les titres de cette édition. La capitale de la République démocratique du Congo, RDC, a effectivement accueilli le 23e séminaire du réseau francophone de la régulation des télécommunications Fratel. Cet événement de haut niveau a rassemblé de nombreux régulateurs francophones avec pour objectif de favoriser la collaboration entre régulateurs. Le cabinet FIDAfrica Tax en légal a récemment fait don de 50 exemplaires de son ouvrage de référence aux Chambres nationales des conseils juridiques de Côte d'Ivoire. Les 50 exemplaires sont destinés à renforcer la documentation disponible pour les juristes et conseils fiscaux du pays. Le Salon international du livre SILA confirme son statut de carrefour incontournable pour les amoureux de la connaissance. Au centre de cette édition, Touré Ahmed Boa s'impose comme une figure emblématique de l'écriture, une corde qu'il ajoute à son arc d'entrepreneur. Abidjan affiche ses ambitions spatiales pour rejoindre le cercle des pays dotés de satellites. La Côte d'Ivoire entend s'imposer dans le domaine des technologies spatiales en Afrique avec l'ambition de devenir le 18e pays du continent à disposer de satellites. Voilà pour le sommaire. Merci de nous rejoindre dans cette édition complète de l'actualité sur la chaîne panafricaine 100% économie. Ouvrons ce journal par le séminaire du Fratel tenu récemment à Kinshasa. La capitale congolaise a accueilli les 27 et 28 avril le 23e séminaire du Fratel, un rendez-vous majeur des régulateurs et experts du numérique francophone centré sur les défis du haut débit, de la qualité de service et du partage des infrastructures avec, en toile de fond, la volonté commune de renforcer la coopération et d'accélérer la connectivité dans l'espace francophone. Le reportage de Betty Feza et Freddy Lumbala est commenté par Eunice Moukika. Kinshasa a accueilli du 27 au 28 avril le 23e séminaire du réseau Fratel. Cette rencontre a réuni les autorités de régulation, membres du réseau Fratel, ainsi que des experts du secteur des communications électroniques. Lors de la cérémonie d'ouverture, Christian Katende, président de la RPTC, a exprimé sa joie de la tenue à Kinshasa de ces travaux. C'est un immense honneur pour l'autorité de régulation de la poste et des télécommunications du Congo de vous accueillir au nom du gouvernement de la République démocratique du Congo, ici à Kinshasa, à l'occasion de ce 23e séminaire du réseau Fratel. Je voudrais avant toute chose remercier le réseau Fratel pour la confiance témoignée à notre institution et à notre pays en nous confiant l'organisation de ce rendez-vous très important. Votre présence nombreuse aujourd'hui atteste de la solidité de nos liens et de notre volonté commune de bâtir un espace numérique francophone robuste et harmonisé. Dans un contexte marqué par l'accélération du déploiement des réseaux fixes et mobiles à haut débit, la question du partage des infrastructures, de la concurrence effective et de la qualité de service constitue un levier déterminant pour renforcer la connectivité, optimiser les investissements et garantir des services performants aux usagers. C'est donc dans cette capitale culturelle chargée d'histoire que nous avons la chance de nous réunir à l'invitation de la RPTC pour à nouveau incarner la force de notre réseau Fratel, à savoir un espace d'échange, d'expertise et de coopération concrète, et ce, en français. Le ministre de la Pétentique, José Mpanda Kabangu, a notamment évoqué les projets de déploiement de la fibre optique, la création des centres de données et le développement des points d'échange Internet avant de lancer les travaux de ce séminaire. Le thème qui nous réunit cette année à Kinshasa va tourner autour comment stimuler le déploiement et la concurrence par le partage d'infrastructures et améliorer la qualité des services des nouveaux réseaux télécoms. Ce thème est au cœur de notre stratégie nationale
de transformation numérique. Le réseau francophone de la régulation des télécommunications est une plateforme de coopération qui regroupe les autorités de régulation des télécommunications de l'espace francophone. Son rôle est multiple, notamment favoriser l'échange d'expériences et des bonnes pratiques entre régulateurs, renforcer les capacités techniques et institutionnelles des membres. Poursuivons avec la fiscalité. La Chambre nationale des conseils juridiques de Côte d'Ivoire renforce ses outils de travail. Elle a reçu un don de 50 exemplaires du Code général des impôts rédigé par le cabinet FIDAfrica Tax en légal, un cabinet dirigé par Maître Dominique Tati. Il s'agit d'un document de référence de 1186 pages qui regroupe l'ensemble des dispositions fiscales en vigueur en Côte d'Ivoire, de quoi permettre aux professionnels du droit d'avoir une meilleure maîtrise des règles fiscales et de sécuriser davantage leurs pratiques. Mon désir, Nascimento. C'est un don réceptionné par Kofi Kablan-Denia Benson, président de la Chambre nationale des conseils juridiques de Côte d'Ivoire, CNCJCI. Le document, intitulé Code général des impôts, livre des procédures fiscales et textes fiscaux 2026, contient 1186 pages et regroupe l'ensemble des dispositions fiscales en vigueur en Côte d'Ivoire. Son objectif est de permettre aux professionnels du droit d'avoir une meilleure maîtrise des règles fiscales et de sécuriser davantage leurs pratiques. Et ça a été aussi l'occasion pour moi de présenter non seulement l'œuvre que nous faisons, mais aussi d'offrir quelques exemplaires de cette œuvre qui est le Code général des impôts, édition FIDAfrica, pour l'usage des conseils juridiques. Parce que, comme vous le savez, la formation des conseils juridiques reste un défi majeur. Kofi Kablan-Denia Benson, président de la Chambre, a invité les conseils juridiques à exploiter pleinement cet outil en le lisant et en formulant des observations. Il a aussi encouragé ses confrères à écrire afin de transmettre leur savoir et enrichir davantage les étagères de la fêtière, la CNCJCI. C'est un réel plaisir et une grande satisfaction pour la Chambre nationale des conseils juridiques de recevoir donc les documents édités par les soins du cabinet d'un confrère pour meubler une partie de la bibliothèque de la Chambre nationale des conseils juridiques qui se trouve ici au siège du bureau exécutif. Son acte qui pose ouvre la voie aux autres conseils juridiques. La Chambre nationale des conseils juridiques de Côte d'Ivoire est un organe créé par la loi numéro 96-672 du 29 août 1996 réglementant la profession de conseil juridique et son décret d'application, le décret numéro 2010-235 du 26 août 2010. Elle est l'organe d'autorégulation de la profession. Les membres de la Fédération des commerçants de Côte d'Ivoire, FENACI, et des organisations professionnelles de commerçants étaient récemment réunis en atelier. Objectif, présentation de la situation financière du projet Carte de commerçants. Occasion de mieux appréhender l'état d'avancement de ce projet et d'exprimer leur profonde reconnaissance au gouvernement pour ses efforts dans la modernisation du secteur du commerce. Walter Kofi, Ézéchiel Serré. Les membres de la Fédération nationale des commerçants de Côte d'Ivoire, FENACI, et d'autres organisations professionnelles de commerçants, dont le CFCCI, sont en atelier. Au centre de la rencontre, le projet Carte de commerçants. La situation financière du projet et l'identification des contraintes et les enjeux liés à la mise en œuvre ont été passés au peigne fin. Formalisation, si je le dis, des commerçants de Côte d'Ivoire qui sont dans l'informel et les OPC, les organisations professionnelles des commerçants que nous représentons, nous avons souhaité cela depuis plusieurs années. Mais grâce à la vision du chef de l'État, aujourd'hui c'est chose faite. Cet atelier que nous organisons ce matin, c'est pour faire le point de la situation, pour une relance effective de cette carte professionnelle des commerçants.
Autre temps fort du rassemblement du FENACI, la motion de soutien en reconnaissance au gouvernement ainsi qu'aux concessionnaires pour les efforts déployés en faveur de la formalisation et la modernisation du secteur du commerce. Les magistrats ont un statut, les fonctionnaires ont le leur. Seuls les commerçants n'avaient pas de statut juridique. Ce problème a été réglé à travers la carte professionnelle des commerçants. Un autre problème qui se pose aux organisations professionnelles que nous sommes, c'est comment subventionner nos activités. Dans le cadre du football, vous verrez que la parafiscalité a réglé ce problème-là et ça permet aux clubs, malgré les stades vides, d'avoir une subvention chaque année. Il était normal que ceux qui, pendant les intempéries, pendant les moments difficiles, comme pendant les moments cléments, s'occupent des commerçants, qu'ils aient les moyens d'exercer leurs activités. Pour rappel, la carte de commerçant est désormais un document identifiant des acteurs économiques pour les formaliser et leur offrir des avantages. Normes internationales, un levier stratégique pour réussir à l'export. Tel est le thème de la 3e édition de la matinale de l'export. La matinale de l'export est un cadre d'échange institué par Côte d'Ivoire Export en collaboration avec la Chambre de commerce et d'industrie de Côte d'Ivoire. Elle vise à accompagner les entreprises désireuses d'exposer à une meilleure compréhension des mécanismes de financement et de renforcer leur accès aux ressources financières nécessaires à leur développement à l'international. La 3e matinale de l'export s'est penchée sur les normes et certifications qui régissent le commerce international. Compte rendu de cette masterclass avec Philippe Zabo. La matinale de l'export est devenue un rendez-vous incontournable pour les entreprises ivoiriennes en quête de marchés internationaux. Initiée par Côte d'Ivoire Export et la Chambre de commerce et d'industrie, elle offre un cadre régulier d'information, de formation et de mise en relation. Sa 3e édition met en lumière un enjeu majeur, les normes et certifications clés pour s'imposer sur la scène mondiale. Bien entendu, la Chambre de commerce est dans cette activité parce que c'est l'une de ses missions que d'accompagner les entreprises à l'international. C'est une mission quotidienne que nous assurons et nous avons jugé opportun de nouer ce partenaire avec Côte d'Ivoire Export, qui est la structure étatique en charge de promouvoir les entreprises à l'export. Donc pour nous, ce partenariat est très important pour accompagner, assister les entreprises, leur donner tous les rudiments qui vont leur permettre de réussir leur pas à l'international. La thématique est très importante parce qu'aujourd'hui, pour aller à l'international, il faut se mettre aux normes. Et les marchés exigent un certain nombre de qualités et de conformités que souvent les entreprises ne sont pas vraiment informées de ces normes. Donc cette démarche aussi permet aux entreprises d'être suffisamment informées sur les normes d'accès aux marchés internationaux et surtout se préparer à mieux les conquérir. Moment fort de cette édition, un panel de haut niveau autour du thème « Se conformer aux normes pour mieux exporter ». Enjeux, bonnes pratiques, filières et accompagnement. Les échanges ont été modérés par le directeur général adjoint de Codinorm. Disons que les normes, il y en a de plusieurs types. Voilà, mais principalement les normes qui gouvernent les exportations dépendent des pays dans lesquels les produits sont exportés. Donc quand on parle de produits alimentaires, on pense à des normes du type ISO 22000 voilà, qui portent sur la sécurité sanitaire des aliments, des normes privées telles que le BRC qui est donc une forme de certification privée mais reconnue internationalement qui permet aux produits de circuler sur tous les marchés. 120 personnes du secteur privé et des PME ont pris part à la 3e édition de la matinale de l'export. Parlons à présent de la COP26. La Côte d'Ivoire se prépare à faire entendre sa voix sur la scène internationale. À Abidjan, le gouvernement a officiellement lancé les préparatifs de sa participation aux 3 grandes conférences mondiales sur l'environnement prévues en 2026. Objectif, fédérer tous les acteurs autour d'une stratégie ambitieuse et tournée vers l'investissement durable. Kodena Norgo, Dumbiayouba. À la maison de l'entreprise, le jeudi 30 avril 2026, autorités, partenaires et secteurs privés se mobilisent pour préparer la participation ivoirienne aux 3 grandes conférences des parties COP 2026. L'ambition est claire, porter des projets concrets et attirer des financements vers le secteur privé ivoirien, mais aussi les partenaires,
sont appelés à jouer pleinement leur partition. Les attentes du secteur privé peuvent être précisées comme suit. Une meilleure implication dans les négociations et les événements internationaux, un accès simplifié au financement climatique, un accompagnement technique adapté, notamment pour les PME. Et nous savons que la Côte d'Ivoire est déjà le premier producteur mondial de cacao, moteur économique de l'Afrique de l'Ouest, au cœur de chaîne de valeur agricole mondiale. Cela signifie simple, quand la Côte d'Ivoire agit, l'impact est global. La COP17 sur la lutte contre la désertification est prévue du 17 au 28 août 2026 à Ulaanbaatar en Mongolie. La COP17 sur la biodiversité, quant à elle, aura lieu du 19 au 30 octobre 2026 en Yerevan, en Arménie. La dernière conférence, la COP31, sur le climat est prévue du 9 au 20 novembre 2026 à Antalya, en Turquie. Pour ces 3 grandes conférences, le ministre de l'Environnement et de la Transition écologique annonce une participation innovante et orientée business. En 2026, nous allons innover dans notre participation à ces 3 COP. Les innovations vont aller de différents ordres. Par exemple, au niveau de la logistique, le collègue tout à l'heure de la point focal de la Convention sur la désertification, la lutte contre la désertification, disait c'est la première fois qu'on a eu un pavillon ivoirien. Vous avez vu, il était très beau. Moi-même, j'y étais en Arabie Saoudite. Il était pas mal fréquenté. On a même fait venir effectivement des artistes et vraiment tout ce qui représentait la société ivoirienne. Donc au niveau des pavillons, nous allons innover, que ce soit pour les changements climatiques, que ce soit pour la désertification. Et je veux rassurer Madame Marie, on aura aussi un pavillon pour la COP sur la diversité biologique. Cette participation de la Côte d'Ivoire aux différentes COP vise à renforcer les engagements climatiques pris par le pays depuis 1994. Retour à présent sur le Salon international du livre d'Abidjan édition 2026. Le Salon international du livre d'Abidjan SILA 2026 a refermé ses portes ce samedi. L'une des attractions de ce salon, c'est bien le stand de l'entrepreneur écrivain Touré Ahmed Boa. Les visiteurs ont été agréablement surpris par ses œuvres littéraires, 49 au total. Retour sur la présentation de ces œuvres avec Priscille Séan et Nicolas Angwa. On le connaît comme un entrepreneur à succès dont le foncier et l'immobilier. Au Salon international du livre d'Abidjan SILA 2026, le public a découvert un écrivain prolixe. Ici au Parc des expositions d'Abidjan, Ahmed Boa Touré expose 49 œuvres littéraires. Aujourd'hui, nous sommes venus à la on va dire au Salon du livre et j'ai été émerveillée et partée par ce stand particulièrement. Pourquoi? Parce que voir toutes ces œuvres ici étalées venant d'un seul homme, cela démontre de son abnégation, de sa passion pour ses cuillères du littéraire. À travers ses travaux et ses écrits, Ahmed Boa Touré défend une vision ambitieuse, celle d'une Afrique structurée, planifiée et porteuse d'un développement harmonieux où la ville devient un levier de transformation sociale et de dignité humaine. C'est ce que l'on retrouve dans ces 49 œuvres littéraires. Il s'agit entre autres de Aquaba City, Autopsie d'un sabotage d'État, L'échec de la gouvernance urbaine en Côte d'Ivoire, Houphouët-Boigny, l'homme de la Providence, La crise du logement en Côte d'Ivoire, Diagnostic et solutions, ou encore La fabrique de la ville en Afrique. Le constat que nous faisons depuis bientôt 45 ans, depuis 80, c'est que la ville se développe de façon anarchique. Les villes africaines en général et les villes ivoiriennes se développent de façon anarchique. Donc nous proposons une autre approche, une autre solution pour la maîtrise du tissu urbain, pour, n'est-ce pas, permettre à notre économie nationale de se maintenir. Parce que l'aménagement et l'économie sont les deux faces d'une même pièce. Donc pour moi, rechercher l'émergence sans la maîtrise du tissu urbain, cela est vain. Donc pour moi, il faut commencer par la question de l'aménagement foncier. Ahmed Boa Touré est un entrepreneur économique plus connu dans le monde du foncier et de l'immobilier.
C'est en 1997 qu'il fait ses premiers pas dans l'univers de la littérature avec 51 œuvres. 49 ont déjà été publiées et 2 sont en cours d'édition. Restons toujours au SILA 2026. Intéressons-nous cette fois au roman de l'auteur Serge Agnessant. L'adieu à Kourouma a été présenté aux lecteurs et lectrices. Ce roman qui questionne l'histoire récente de la Côte d'Ivoire a été vite adopté. Plus de précisions avec Victoire Dié et Nicolas Angwa. Au SILA 2026, le roman L'adieu à Kourouma de Serge Agnessant, présenté par l'auteur et maison d'édition La Case des Lucioles. L'adieu à Kourouma est un roman sur l'amnésie collective, un réquisitoire poignant qui dévoile les zones d'ombre de l'histoire récente de la Côte d'Ivoire. Entre France, qui rêve de redessiner la carte d'Abidjan, Laurent, qui rêve de son idole, l'ancien président Laurent Gbagbo, et Birahima, qui dit sa part de vérité, le roman a le mérite de révéler les vertus de la mémoire. Et nous éditons plusieurs auteurs. Nous sommes aujourd'hui au SILA 2026 avec quelques ouvrages dont L'adieu à Kourouma qui a reçu le prix, la mention spéciale du prix Jean-Marie Adjafi 2026 que je tiens en main. Voilà. Ce roman a été publié par M. Serge Agnessant. L'adieu à Kourouma est le premier volet de ce qu'on appelle la trilogie abidjanaise dont les 3 volets vont porter sur différentes façons de regarder le massacre de l'Hôtel Ivoire par l'armée française en novembre 2004. Donc évidemment le roman il est en cours d'écriture, j'espère le finir d'ici l'année prochaine afin qu'il soit disponible. Voilà. Donc c'est le 2e volet. Alors moi j'ai toujours peur quand les gens achètent mon bouquin, je me dis mais à quoi est-ce qu'ils s'attendent concrètement? Et puis après évidemment il y a toujours 2 types de réactions. Il y en a qui vont être émerveillés, il y en a qui vont être un peu déroutés par la forme du roman en tant que tel. Donc je pense que tout écrivain a une forme de, je ne vais pas dire d'embarras, mais de doute quant à la réaction que peut avoir un lecteur sur son livre, que ce soit un poème ou je sais pas, une pièce de théâtre et tout. Donc j'attends de voir les réactions. Serge Agnessant est un écrivain, metteur en scène et universitaire ivoirien. Il a reçu le prix Bernard Dadier du jeune écrivain pour son œuvre Carrefour Samaké en 2019. L'adieu à Kourouma est son premier roman. La 16e édition du SILA aura tenu toute cette promesse. Le coup de cœur de la rédaction de Business 24, c'est l'œuvre de la journaliste Marie-Laure Ngouran, une belle plume et un témoignage qui ont de beaux jours devant eux. Suivez. Nous sommes au SILA 2026 et on voit bien l'engouement autour du livre, la jeunesse notamment. Alors je pense que l'adage qui dit que les Ivoiriens n'aiment pas lire ne tient plus parce que nous voyons l'engouement autour du SILA. Les jeunes qui s'intéressent de plus en plus aux livres, à la lecture et accompagner ce qui est intéressant de leurs parents. On voit comment les parents inculquent le goût du livre aux enfants. Et le combat d'une héroïne, je l'ai expliqué, j'ai expliqué l'histoire à notre Orlia. Je pense que le nom n'est pas loin même du nom de mon héroïne qui se nomme Oré. Oré qui est une jeune enfant qui est partie du village à la ville pour montrer combien de fois quand on est déterminé et quand on est accroché à son rêve, malgré les épreuves, malgré les difficultés, on arrive jusqu'au bout. Et je veux inculquer donc cette histoire de résilience, de courage, de détermination à tous les jeunes, à toutes les jeunes filles, à tous les enfants, pour dire qu'on peut être issu d'une famille modeste, mais quand on rêve, on peut réaliser son rêve, quand on se donne tous les moyens de travail, d'études, de courage, de résilience, de détermination. Kamara Tasnim, je suis ravie d'avoir payé ce livre car je vais réaliser mon rêve en lisant ce livre et en étant soutenue par mes parents. Mars 2026, on en parle. Après une première édition qui a posé les bases, le marché africain des solutions spatiales revient avec une nouvelle ambition, faire du spatial un levier de transformation économique pour l'Afrique. Lancé à Abidjan le vendredi 30 avril, la 2e édition du MAS 2026 veut connecter les entreprises, les institutions publiques et les acteurs du financement autour des opportunités offertes par les technologies spatiales. Les détails avec Ami Korobara et Richard Akeke.
Après une première édition consacrée à la structuration de l'écosystème, le MAS, Marché africain des solutions spatiales, franchit désormais une nouvelle étape en mettant l'accent sur le business et les opportunités de marché. Prévu du 7 au 9 juillet 2026 au Parc des Expositions d'Abidjan, l'événement ambitionne de structurer un véritable marché africain du spatial autour des besoins de développement du continent. Le spatial peut adresser énormément de choses. La sécheresse, l'alimentation, la téléphonie, les déplacements. Donc nous pensons que si la prise de conscience est faite, le marché se crée tout seul. À la fin, tout ce qu'on veut, c'est que les États prennent conscience qu'elles peuvent accélérer leur développement en utilisant les solutions spatiales. Avec cette deuxième édition, le MAS veut contribuer à faire émerger un marché spatial africain structuré capable d'accompagner les ambitions de transformation économique et technologique du continent. Selon les chiffres donnés par les organisateurs, l'économie spatiale mondiale pourrait atteindre 1800 milliards de dollars d'ici 2035, alors que la part de l'Afrique reste encore marginale, malgré la progression du secteur sur le continent. Au niveau, le ministère s'associe à l'événement en tant qu'un catalyseur avec un rôle transversal qui permet de fédérer toutes les forces. Donc aujourd'hui, avec le MAS, c'est de créer cette plateforme où il y a investisseurs, les besoins et ceux qui ont les solutions. Et tout cela, ça rentre dans le portefeuille du ministère qui recherche aussi des solutions pour chacun des citoyens. À travers cette deuxième édition, le MAS veut faire émerger un marché spatial africain structuré capable d'accompagner les ambitions de transformation économique et technologique du continent. On parle de l'énergie solaire à présent. En réponse au défi d'accès à l'électricité et à la demande énergétique croissante en Afrique, une initiative innovante voit le jour. L'entreprise Inevoque SARL a lancé Africa Solar Hub, une plateforme dédiée à l'organisation et à la promotion du secteur solaire. La cérémonie de lancement s'est tenue le jeudi 30 avril 2026 au plateau avec pour ambition d'accélérer les projets et de faciliter l'accès à une information fiable sur les énergies renouvelables. Autre précision avec Konena Nourgo et Doumbia Yuba. Accéder à des solutions solaires fiables en Afrique reste un défi. Plus de 600 millions d'Africains vivent encore sans électricité. Entre manque d'informations et difficultés de mise en relation, le marché peine à se structurer. Une réponse concrète, Africa Solar Hub. Cette plateforme digitale, présentée le 30 avril à Abidjan, ambitionne de connecter les acteurs et d'accélérer les projets énergétiques sur le continent. Africa Solar Hub, c'est cette plateforme intelligente, déjà qui a été conçue, pensée par des Ivoiriens, comme j'ai dit, à vocation internationale. Et si vous voulez, c'est cet outil-là qui vous permettra non seulement de vous faire connaître, d'avoir des informations, de vous faire connaître déjà en tant qu'entreprise, d'avoir des informations beaucoup plus pointues sur, on va dire, l'actualité solaire, donc d'être très avisé dans le métier du solaire, mais surtout de pouvoir retrouver en un seul clic à la fois fabricants, installateurs, experts pour vous accompagner justement dans ce métier des énergies renouvelables. En fait, Africa Solar Hub propose une panoplie de fonctionnalités, dont le calculateur solaire. Le calculateur solaire, c'est un outil de dimensionnement qui vous permet de connaître votre énergie, l'énergie consommée par votre maison. Il ne s'agit plus d'attendre la lumière, mais de la produire et la maîtriser. Une vision portée par les initiateurs du projet. Les acteurs du secteur ne se connaissent pas. Il y a un véritable problème de compétences au niveau des installateurs. Et également, il y a la fiabilité du matériel qui n'est pas tout à fait bon sur le marché ivoirien et même africain. Donc, on a jugé bon de créer cette plateforme-là pour essayer de filtrer tous les acteurs du solaire. Une initiative de Inevoque SARL engagé dans les énergies renouvelables et le facility management pour un avenir énergétique plus accessible en Afrique. L'Afrique accélère son positionnement dans le secteur spatial. À Abidjan, le lancement officiel de l'Axpex Africa Space Expo 2026, tenu le 30 avril, illustre cette ambition grandissante. Initiative conjointe de l'Union africaine portée par l'Agence spatiale africaine et l'État de Côte d'Ivoire, Aspect traduit une volonté claire, permettre au continent de ne plus être
simples spectateurs, mais acteurs de l'économie spatiale et de la souveraineté technologique. Le point avec Ami Korobara et Christian Guy. Le continent africain entend désormais jouer un rôle actif dans les grandes dynamiques du secteur spatial mondial. À Abidjan, le lancement officiel de l'ASPEX 2026, le 30 avril, a mis en lumière cette ambition dans un domaine devenu stratégique pour les États. Pensé comme une plateforme africaine des affaires et des solutions spatiales, l'événement réunira du 24 au 26 septembre 2026 gouvernements, chercheurs, start-up, industriels et investisseurs autour des opportunités offertes par le spatial. ASPEX, c'est une foire. On n'y va pas pour présenter des méthodologies. On n'y va pas pour présenter des papiers. On y va pour faire des affaires dans le domaine spatial. Donc ASPEX va réunir inventeurs, chercheurs, investisseurs et les utilisateurs autour desquels les décideurs seront. Au-delà de la vision continentale, la Côte d'Ivoire entend également renforcer sa position dans ce domaine stratégique avec pour ambition de rejoindre le cercle des États dotés de satellites. Elle multiplie les initiatives dans ce sens. La défense. Mesdames et messieurs, au-delà de son fondement scientifique, le spatial répond à des enjeux très concrets qui concernent directement la vie de nos populations. Les défis liés aux inondations, à la sécheresse, à la gestion des ressources naturelles, à l'insécurité alimentaire, à l'aménagement du territoire ou encore à l'accès aux services essentiels en zone rurale trouvent en partie des réponses dans les technologies spatiales. L'imagerie satellitaire permet d'analyser des sols agricoles et d'optimiser les rendements. La télédétection facilite l'identification des ressources en eau et la gestion des écosystèmes. La cartographie de précision soutient la planification des infrastructures et la prise de décisions publiques. Prévu du 24 au 26 septembre 2026 au Parc des Expositions d'Abidjan, l'ASPEX réunira des acteurs africains et internationaux du secteur spatial. Les États-Unis et le Maroc sont les pays invités d'honneur de cette première édition qui ambitionne de positionner Abidjan comme un carrefour stratégique de réflexion et d'opportunités autour du futur spatial africain. En recherche scientifique, c'est la pause STA est une tribune scientifique organisée par l'UFR Sciences et Technologies des Aliments STA de l'Université Nangui Abrogwa Abidjan. Cet événement réunit enseignants et chercheurs pour échanger sur des thématiques de nutrition, de technologie alimentaire et de valorisation des ressources locales. C'est la pause STA a reçu ce jeudi 30 avril 2026 le professeur Dabon Soumaïla. Ce dernier a présenté à ses condisciples et aux étudiants le fruit de ses recherches. Il s'agit notamment de la clarification de la gomme de cajou pour fabriquer du jus. Philippe Zabo, notre reporter, nous fait le résumé de cette présentation. La gomme de cajou, un outil technologique au service du développement de la filière anacarde. Tel est le thème de la présentation du professeur Daboné Soumaïla devant enseignants-chercheurs, enseignants et étudiants de l'université Nangui Abrogwa. Devant ses invités, il a présenté sa découverte majeure, le processus de clarification de la gomme de cajou. Nous avons mis au point une gomme issue de l'écorce de l'arbre de cajou. Et cette gomme-là a un pouvoir clarifiant pour les jus, et en particulier le jus de la pomme de cajou. Un jus qui n'est pas prisé par nos populations, mais qui, à la suite de cette clarification, peut devenir un aliment majeur. C'est ce qu'on a mis en évidence et c'est ce qu'il faut retenir de l'intervention que nous venons de faire. Il nous reste à valoriser cette gomme-là d'un point de vue industriel. La clarification, c'est le fait de partir d'un jus brut qui n'est pas agréable à la consommation à un jus beaucoup plus clair, qui est non seulement agréable à la vue, mais aussi agréable pour la consommation. Et ce qu'on a mis en place, c'est cette gomme-là qui permet d'obtenir ce procédé de clarification. Et justement, vous l'avez dit, nous avons mis un brevet sur cette invention pour la protéger et permettre à notre pays, à notre université de mieux l'exploiter d'un point de vue industriel. Il faut souligner que les recherches menées par le professeur Daboné Soumaïla ont été faites dans les laboratoires de biocatalyse et des bioprocédés de l'UNA,
d'où la fierté de son directeur. Je suis fier parce que vous voyez, les résultats de nos recherches sont protégés par les brevets. C'est les brevets qui les protègent. Donc c'est une étape très importante qui doit nous orienter vers la valorisation, n'est-ce pas, en tout cas de ces résultats. Le laboratoire de biocatalyse et de bioprocédés fait partie des 4 laboratoires du pôle sécurité alimentaire de l'université Nandji Abrogwa. Un colloque est annoncé en vue de mettre en lumière le savoir-faire de ces laboratoires. Actualité à Bouna, on met le cap sur la région du Bunkani, l'une des 2 régions du district autonome du Zanzan, où ONU Femmes, l'UNFPA, l'UNICEF et la Fondation African Women Initiative ont procédé à la remise de kits d'installation en faveur de plusieurs jeunes filles et femmes à l'occasion du projet Résilience phase 2. Objectif, faciliter l'insertion socio-professionnelle de ces jeunes filles et femmes visant à lutter contre la pauvreté et réduire au maximum leur vulnérabilité et les violences basées sur le genre. Anissé Kouadio, notre correspondant dans le Zanzan, nous donne plus de précisions. Des fours, réfrigérateurs, broyeuses, des machines à coudre, des bouteilles de gaz, congélateurs et bien d'autres matériels ont remis ce jour à plus de 200 femmes et jeunes filles formées dans le domaine de l'entrepreneuriat à l'occasion du projet de résilience phase 2, renforcer la résilience dans le nord-est de la Côte d'Ivoire. Initiative conjointe de l'UNFPA, ONU Femmes, avec l'appui financier du gouvernement du Canada et mise en œuvre par la Fondation African Women Initiative qui se déroule dans les locaux de l'IFEF de Bouna. Selon les initiateurs de ce projet, insertion socio-professionnelle des bénéficiaires, tout en les éloignant des vices et des violences basées sur le genre. Aujourd'hui, nous remettons des outils d'autonomie, des instruments de dignité et des opportunités de transformation sociale et économique. Traduisent également la confiance lancée en vous, chers bénéficiaires, en votre capacité à réussir, à entreprendre et à devenir des modèles de résilience au sein de vos communautés. Elles sont plusieurs jeunes filles et femmes du Bunkani qui aujourd'hui, avec cet appui, vont pouvoir s'installer à leur propre compte. Salut ce geste des agences des Nations Unies en Côte d'Ivoire et de leurs différents partenaires, soutenus par les autorités locales, notamment le représentant du préfet de la région du Bunkani. Je tiens à remercier beaucoup la Fondation AUI et ses partenaires. À travers ces matériels, je vais entreprendre avec et être indépendante. Je remercie la Fondation AUI et ses partenaires. Aujourd'hui, grâce à ce matériel, je peux enfin confectionner mes gâteaux et être indépendante demain, subvenir à mes besoins. Ces matériels ne sont pas des simples dons, ce sont des outils de travail indispensables pour booster votre activité. Cette cérémonie de remise officielle de kits d'installation aux jeunes filles bénéficiaires issues des IFEF de Bouna et de Nation, ainsi que de la communauté, vise à rappeler l'engagement de ONU Femmes, African Women Initiative et du gouvernement canadien à se tenir aux côtés des autorités ivoiriennes en vue de promouvoir l'inclusion économique des jeunes filles comme levier de prévention des vulnérabilités sociales et des violences basées sur le genre. C'est avec cette information que nous refermons cette édition proposée par la rédaction. Merci de votre fidélité. On se retrouve un peu plus tard dans une nouvelle édition de l'actualité sur la chaîne 100% économie du continent. Au revoir.